Bienvenue à tout le monde, merci d'être venu. Alors, dans cet atelier, on va faire une introduction au logiciel Python. D'abord, Python, c'est quoi? Python, c'est un langage de programmation. Il est l'un des langages de programmation les plus intéressants du moment, facile à apprendre. Il est souvent utilisé pour débuter en programmation. La première version de Python est sortie en 1991, alors qu'il a été créé bien avant, dans les années 80. C'est un langage de programmation interprété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour ceux qui ont l'habitude de programmer, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de compiler votre code pour pouvoir le lancer. Et ça lui présente l'avantage d'être portable. Portable, ça veut dire que vous pouvez, par exemple, rédiger votre code sous l'environnement Linux, le récupérer, et puis si vous créez le même environnement, vous allez pouvoir le lancer aussi dans Windows ou dans Mac. Donc, Python est à la fois simple et puissant. Il vous permet de vous d'écrire des scripts très simples, ok, et puissants, et il dispose de nombreuses bibliothèques. Donc, vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue avant de commencer à coder quoi que ce soit. Essayez de voir s'il n'y a pas une librairie ou une bibliothèque qui vous permet, qui va vous faciliter la tâche. Donc, et notamment, ces librairies-là, ils vont vous permettre de réaliser des projets ambitieux. Moi, je vais baser euh, cette, cet atelier, je vais le baser sur ce lien que je vais vous envoyer. C'est un résumé qui a été fait par mon collègue qui s'appelle Alex Razumov. Et puis, ce résumé, il est basé lui-même sur les formations qui sont faites par Software Carpentry. Je vais vous envoyer le lien dans pas grand temps. Donc, si vous n'arrivez pas, si on n'arrive pas à faire tout, vous pouvez, par exemple, reprendre à partir de Software Carpentry, downloader les fichiers et puis continuer votre pratique, parce qu'en 1 heure et demie, on ne peut pas couvrir beaucoup de choses. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire, comme ce qui a été fait dans l'autre, on va vous suggérer de choisir un username et puis de vous connecter via le lien qu'on vous a envoyé, c'est-à-dire à Jupiter Rob. Si vous n'avez pas le lien, je vais vous le faire parvenir. Et une fois que vous êtes connecté, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous l'indiquiez en levant la main. Comme ça, on va savoir combien euh, sont en mesure de suivre en même temps. Donc, j'attendrai qu'un bon nombre ait choisi un compte pour se connecter. Et puis, je vais vous montrer comment se connecter. Alors, le mot de passe, vous l'avez ici. Il est ici sur hss-pyt-fr. Donc, ce que je vais faire, je vais vous l'envoyer dans le chat.
Donc, à date, on en a deux qui ont choisi des codes et des mots de passe pour pouvoir se loguer. On aimerait minimum 50%. Donc, je vous donne encore un petit 2 minutes et puis je vais commencer. OK, alors je vais commencer. Donc, si vous avez choisi un username et puis un password, le password qu'on vous a donné ici en haut, vous pouvez utiliser le lien qu'on vous a envoyé dans le chat et puis vous allez tomber sur une plateforme similaire à ça. Vous tapez votre username et votre password et puis vous allez pouvoir vous connecter. OK, donc vous arrivez à voir quelque chose comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là, Python IP kernel. Donc ici, c'est le console. Il y a d'autres choses qui sont disponibles, mais nous, ce qu'on va utiliser, on va utiliser le Python IP kernel. Alors, un petit mot de Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, c'est une plateforme qui vous permet de faire rouler à la fois du code et puis de taper du texte, ce qu'on appelle Markdown. OK? Mais nous, dans notre cas, on va utiliser juste comme ça des cellules pour rouler du code. OK? Donc, ce que je vous suggère, c'est que vous pouvez suivre en même temps que moi, prendre ce qu'il y a dans le document que je vous ai envoyé, et puis vous pouvez le copier, le coller dans les cellules. Alors, pour naviguer ici dans Jupyter Notebook, vous voyez ici, je suis en mode édition. Je clique à l'extérieur, je suis en mode commande. Et puis, par exemple, je peux taper A pour créer une cellule en haut. Ou je peux taper B pour créer une cellule en bas. Donc, donc pour exécuter une cellule, je peux taper sur la flèche qui est ici pour exécuter le contenu d'une cellule.
ou je peux taper Shift. Excusez-moi, moi, je ne vois pas du tout la même chose que vous, hein. OK, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois File, Edit, View, Run, je vois un plus, je vois un truc bleu qui est ouvert avec Data Project Scratch. OK, alors attendez, Et ce que je... après, je vois votre console, console et launcher. Je vois des tabs de console launcher. OK, alors attendez, je vais voir, je vais pouvoir... Je ne sais pas pour les autres si vous voyez autre chose que Mohamed. Non, moi, je vois la même chose que moi-même. Donc, Mario dit, s'il vous plaît, si vous pouvez vous déconnecter et puis vous reconnecter parce que il faut tomber sur un environnement comme ça. Oh, mais je tombe, mais c'est juste une demi-fenêtre à droite. Ah, OK. Une demi-fenêtre à droite, c'est pas grave, mais juste cliquez alors sur IP kernel. Sur Juste quoi? sur celui-là, Kernel? IP kernel. Interrupt kernel? Non, vous voyez, attendez, je vais vous montrer, ce ne sera pas long. Discard. Regardez, vous allez avoir ça dans une fenêtre à droite. Moi, j'ai grossi pour pouvoir vous J'ai une visionner. autre fenêtre à gauche qui dit Data Project Scratch, Filter Files by Name. Mais est-ce que vous voyez Notebook et en bas, IP kernel et puis desktop? Ok, j'ai trouvé. Il fallait presser sur la table des matières. Les... OK, mais c'est peut-être quelqu'un a joué avec le compte, mais Mais je vois, par exemple, moi, je vois pas Untitled. Je vois Console One. OK. Si normalement vous faites, si vous cliquez sur Notebook et en bas, Python, IP kernel, Python 3, pas la Oh, j'ai console. cliqué sur console, c'est ça. Il y a pas de souci, ça. Oui, ok, là, c'est la même chose que vous. Ok, OK. j'avais cliqué sur console, je m'excuse. Il y a aucun souci, il y a aucun souci. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que, regardez, moi, je suis ici dans le mode édition. Donc, ça veut dire que je peux taper une commande. OK? Mais si je clique à l'extérieur, je suis en mode commande. La couleur, d'habitude, elle change. Et si je suis en mode commande, je peux taper B pour créer une cellule en bas ou A pour créer, A pour créer une cellule en haut. Donc, je peux me mettre aussi en mode commande, c'est-à-dire le mode commande, c'est juste ne pas être à l'intérieur de la cellule, juste à l'extérieur. Je peux cliquer sur DD pour détruire une cellule. Donc, c'est des petits shortcuts pour, ou X aussi pour détruire une cellule. Donc, c'est des petits shortcuts pour pouvoir naviguer avec, pour pouvoir utiliser Jupyter Notebook. Et pour exécuter le contenu d'une cellule, bien sûr, il faut la sélectionner. Et puis, soit vous faites Run comme ça, soit vous faites Shift Enter. On va faire des exemples un instant. Mais d'abord, il y a plusieurs qui vont se poser des questions. Pourquoi est-ce que je devrais apprendre euh, Python? Python, c'est un logiciel très puissant, facile à apprendre. Certains parmi vous, ils utilisent déjà Excel, ils sont familiers et puis ils ne sont pas prêts pour le changement. Excel, il a ses limites. Excel, par exemple, il est limité, il a 1 million et quelques de lignes et puis 16 000 et quelques colonnes. OK? Excel, il ne va pas vous permettre d'ouvrir et de manipuler de grosses bases de données. Excel aussi, il ne va pas lire tous les types de fichiers que vous allez recevoir, alors que Python vous offre cette possibilité. Excel, oui, il permet d'automatiser certaines tâches à l'aide des macros, mais il ne peut pas aller plus loin, alors qu'avec Excel, vous pouvez faire
du data processing, vous pouvez faire de l'apprentissage machine, la visualisation des données. Python est un gratte-ciel ou c'est un freeware. Donc, ce qui fait, il y a des millions de gens qui sont à travers le monde, qui développent des choses et puis ils la rendent et rendent ces choses-là disponibles pour la communauté. Et puis, parfois, ça se trouve que ces choses-là qu'ils rendent disponibles à la communauté, ils vont vous faciliter la vie au lieu d'essayer de passer des 6 mois ou une année à développer quelque chose. Il se trouve que quelqu'un, un bénévolat, a développé quelque chose et puis il y a des modules qui vont vous permettre de réaliser vos ambitions et de faire quelque chose qui est très bon. OK? Donc, et comme tout langage, bien sûr, il y a des pour, des contre. Il y a des gens qui trouvent qu'il est slow parce que c'est un langage interprété. Au fur et à mesure que vous tapez une commande, vous la lancez, c'est interprété. Donc, ce n'est pas comme ce que vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire le code est compilé et c'est l'exécutable qui est lancé. Non, c'est un langage interprété, mais ceux qui le défendent, il est très populaire. Je trouve que peut-être vous allez trouver un co-auteur ou des collègues qui vont vous aider à développer des choses et puis c'est quelque chose qui est en commun et qui est gratuit, qui ne coûte rien. Vous voulez développer quelque chose avec un collègue, mais le collègue, il utilise MATLAB ou il utilise quelque chose, mais vous ne pouvez pas vous payer le logiciel qu'il utilise, alors que Python, c'est en commun et c'est en explosion. C'est de plus en plus populaire. OK? Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, comme tout langage, euh, il, on programme et on utilise des variables pour calculer, pour réaliser ce qu'on veut faire. Alors, une variable, c'est en réalité comme une sorte de boîte virtuelle dans laquelle on peut mettre une ou plusieurs données. L'idée, c'est de stocker une donnée pour pouvoir travailler avec. Pour votre machine, une variable, c'est une adresse qui indique l'emplacement en mémoire où sont stockées des informations. Alors, les variables, ils peuvent accueillir du texte, ils peuvent accueillir des numéros. Alors, par exemple, regardez, moi, je vais créer une variable que je vais appeler âge, shift entrée, et puis je vais lui assigner 100. Je vais créer une variable nom, je vais créer une variable nom, et je vais lui assigner Jason, le nom de Jason. Alors, par la suite, il y a des fonctions qui sont prédéfinies dans Python. Je peux les utiliser pour combiner mes deux variables et je veux imprimer Jason à 100 ans. Alors, quand je crée des variables, je peux assigner. L'assignation, c'est le processus que je viens de faire, c'est-à-dire j'ai créé en même temps âge et je lui ai assigné la valeur 100. Donc, et aussi, je peux assigner plusieurs valeurs à plusieurs variables dans une même ligne à condition de les faire séparer par plus. OK? Je peux aussi assigner de cette façon, donner mes variables l'une à la suite de l'autre avec des virgules et puis faire égal 1, 2, 3. Donc là, il assigne à A le chiffre 1, à B le chiffre 2. Et je peux créer des variables, plusieurs variables et leur assigner tous en même temps la même valeur, comme c'est le cas maintenant. OK? Je peux aussi, en cours de temps, décider, regardez, A, B, c'était une variable numérique. Là, j'ai décidé que maintenant, c'est un string, c'est une chaîne de caractères.
String en anglais, c'est une chaîne de caractères, à condition que je ne vais pas utiliser la valeur numérique un petit peu plus loin dans mon code. OK? Et bien sûr, je peux aussi faire des opérations d'addition, des opérations de calcul sur les variables que je crée. Par exemple, ici, à âge, je vais ajouter 3. J'aurais pu, il y a une autre notation qui est, il y a une autre notation qui est comme ça, je peux faire plus égal 3. Donc là, mon âge, il contient 103. Si je l'imprime, vous allez voir, ça, l'opération a été Shift, Entrée, et puis là, je l'ai fait 2 fois, donc bien sûr, c'est 106. C'est 106 maintenant parce que je l'ai fait 2 fois. Et puis, ça vous montre aussi que les variables, ce que vous mettez dans les variables, c'est persistance. Donc, ça continue d'une cellule à une autre. OK? Euh, à condition de ne pas le changer au cours de la route. Là, j'avais ma variable P qui contenait 10. J'ai décidé qu'elle devient une variable texte et puis je lui ai affecté la chaîne de caractères now I'm a string. Mais si je n'avais pas fait ça, les valeurs et les variables que je crée, elles sont persistantes dans votre code à condition de ne pas venir assigner de nouvelles valeurs. Il y a un point que là, je clique à l'extérieur et puis je fais D pour créer une cellule en bas. Il y a une notion très importante que je dois vous signaler. Regardez, dans mon cas ici, je vais créer une nouvelle variable à laquelle j'assigne une liste de valeurs. Les listes, on va les voir un petit peu plus loin. Les listes, c'est une série de variables séparées par la virgule et elles sont contenues dans un crochet. Donc, j'ai créé une nouvelle variable à laquelle j'ai assigné cette liste. Mais là, dans d'autres langages, je veux sauvegarder le contenu de la liste. Je veux sauvegarder le contenu de la liste. Donc, je l'affecte à une nouvelle variable. Je l'affecte à une nouvelle variable, mais ça marche dans tous les langages. Mais il faut faire attention avec Python parce que pour Python, si vous faites comme ça, c'est juste, vous avez deux variables, vous avez créé deux variables qui font référence, qui sont des pointeurs, qui font référence à la même valeur dans la mémoire. Donc, on va le voir ici. Si je fais print, si j'append, j'ai décidé par la suite de faire un append d'une valeur 4 à ma variable initiale. Si je fais print, new, vous voyez que la liste new, elle a aussi hérité de la valeur que je viens d'ajouter. Donc, c'est ce que j'expliquais quand je fais comme ça new égale initial. En réalité, je crée deux pointeurs qui pointent à la même valeur dans la mémoire. Dans notre cas, c'est une liste de 3 valeurs. Il y aurait une façon pour faire ce genre de choses si je veux sauvegarder le contenu de ma liste. Alors, à ce moment-là, je peux faire new égale et puis je lui dis, mets-moi le contenu de initial comme ça. Et puis là, dans ce cas, il va vraiment m'être affecté. Et puis si je change,
Si je change maintenant et je reprint mon new, il n'y a pas, elle n'a pas reçu le set que je viens d'ajouter à ma liste. Donc, c'est une petite différence qu'il y a par rapport aux autres langages et auxquels il faut faire un petit peu attention. Donc, on continue. Alors, vous pouvez créer des variables numériques comme vous pouvez créer des variables qui vont accueillir des chaînes de caractères. Mais une variable qui accueille une chaîne de caractères, pour Python, c'est en réalité une liste qui contient une série de caractères. On va le voir un petit peu en détail par la suite, c'est quoi les listes. Okay, mais les listes, c'est une série de valeurs, une série de contenus indexés, et le premier index, c'est 0. Donc là, si je lui dis imprime-moi le contenu de l'index 0, c'est bien le H. Donc, les chaînes de caractères, c'est en réalité une suite de caractères indexés et le premier caractère, il a l'index 0. On peut extraire des parties de cette liste ou de cette chaîne de caractères. Donc là, je lui dis, tu me sors le de 0, qui est en réalité le premier, jusqu'au troisième non compris. Parce que de l'index 0 jusqu'à l'index 3, mais non compris. Parce que regardez, là, c'est l'index 0, 1, 2, 3. Donc, il n'a pas ramené le i parce que quand on fait comme ça, quand on fait des tranches ou des slicing en anglais, la dernière valeur n'est pas comprise. Alors, imaginons que j'aurais tapé print, mais cette fois-ci, je vais taper new. J'ai une erreur, pourtant j'ai ma variable new qui est créée en haut. Ça, c'est juste pour attirer votre attention. Le langage Python, comme aussi Linux qu'on vient de voir il y a un petit moment, il est sensible à la casse. Donc, ça veut dire le N majuscule pour lui et le N minuscule. Et le N minuscule, c'est deux choses complètement différentes. Et comme c'est le cas quand vous créez des fichiers et tout ça, quand vous choisissez des variables, essayez de créer choisissez des noms qui ont du sens pour vous. Parce qu'à un moment donné, vous allez devoir peut-être reprendre votre code pour comprendre ou corriger des erreurs ou des mauvais fonctionnements. Et puis, il faut donner des noms à ces variables qui ont du sens pour vous faciliter la lecture et la réparation des erreurs, la correction des erreurs. Alors, on va voir les autres types qui sont supportés par Python. Donc, il y a une fonction parmi les fonctions qui sont native, parmi les fonctions qui sont native dans Python, c'est la fonction type. Donc, je peux lui demander de m'imprimer le type de 52. Alors, il me dit que c'est un integer, donc ça veut dire c'est un entier. OK? Alors, si j'ajoute bien sûr une décimale, le type c'est un float. Mais même si j'écris des chiffres entre guillemets, pour lui,
c'est une chaîne de caractères, ça veut dire un string. Donc, il faut faire un petit peu attention. Alors, vous pouvez, on a vu que tout à l'heure, qu'on a additionné des numériques âge, on a ajouté 3 et tout ça. Vous pouvez additionner aussi des strings. Là, j'ai mis son prénom, j'ai mis le nom et plus Smith et puis j'ai pu l'additionner. Je peux répéter des caractères. Des fois, c'est utile. Donc là, Jason, il a été répété une dizaine de fois. Je peux utiliser des fonctions qui existent qui permettent de connaître la longueur d'une chaîne de caractères. Alors, JSON, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est bien 5. Donc, on a vu qu'on peut additionner des types numériques entre eux. On a vu qu'on peut additionner des types caractères entre eux. Mais est-ce qu'on peut faire le mélange? D'après vous, oui ou non? Eh bien, c'est non, parce qu'il ne va pas aimer ça, parce que c'est deux types, un numéro plus une chaîne de caractères, on ne peut pas le faire. Mais c'est une chose dont on a besoin dans notre vie quotidienne. Donc, si je fais comme ça, mais là, j'ai transformé à l'aide de la fonction str le chiffre 1, je l'ai transformé en texte, et là, je peux additionner le texte comme ce que j'ai fait auparavant avec les noms. Comme ce que j'ai fait auparavant avec les noms, ici. Donc, si vous voulez additionner des types qui sont différents, il faut ramener un type à... il faut le transformer pour que ce soit des types homogènes et non pas hétérogènes. Donc, regardez, c'est le même exemple. Regardez, je peux la transformer en entier 2 parce qu'elle était entre deux guillemets. Elle était une forme de texte au string. Je la transforme à l'aide de la fonction int. Et puis, je vais pouvoir la transformer. Et puis, là, je vais pouvoir l'additionner. Il va me donner 3. Alors, une force de Python, c'est qu'on a des librairies, comme je l'ai dit en introduction, c'est que ces librairies, au lieu de commencer à coder quelque chose et qui peut vous prendre des mois, peut-être des semaines, il faut commencer à chercher est-ce qu'il n'y a pas une librairie qu'un bénévole a développée et puis qu'il a rendue disponible à la communauté et que vous pouvez utiliser et qui va vous permettre d'aller plus vite et puis qui va vous faciliter la tâche. D'ailleurs, les librairies ou bibliothèques, les bibliothèques ou packages aussi, c'est une collection de modules qui sont liés autour d'un thème. On va le voir un petit peu plus en bas. Il y a une librairie maths qui contient toutes des fonctions maths qui vous permettent de faire des opérations mathématiques. OK? Et les librairies, vous allez les trouver dans tous les langages. La notion de bibliothèque ou librairie ne change pas fondamentalement aussi dans Python. Elle désigne l'ensemble des codes, des modules qui augmentent la capacité du langage et puis qui vous ouvrent des horizons. Mais aussi dans Python, comme dans tout autre langage, il y a des librairies, des commandes ou des fonctions ou des librairies qui sont natives. Native, ça veut dire
une librairie qui a été développée par quelqu'un d'autre pour pouvoir l'utiliser, il faut l'installer, il faut l'importer, etc. Mais une librairie des natives ou built-in, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser sans devoir faire une opération d'installation ou quoi que ce soit. Alors, parmi ces fonctions qui sont built-in, on a vu la commande print qui permet d'imprimer un contenu numérique, texte, combiné, etc. OK? Il y a d'autres fonctions qui sont là, comme par exemple, là, je vais lui demander de m'imprimer le maximum de ces valeurs-là. OK? Donc, au lieu de commencer à faire un code et un algorithme, j'utilise ce qui est disponible built-in dans Python ou développé par quelqu'un d'autre. OK? Excusez, Oui, Mohamed. oui, Le print, c'est enter. Avec enter, vous voulez faire la pardon? commande print. Print, c'est avec Ent- enter. non, j'ai fait Shift entrée. Shift enter. Ou, Merci. ou ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'exécuter aussi à partir d'ici. D'accord. Il faut être positionné sur la cellule et l'exécuter. Donc, on a vu une fonction max. On peut faire Excusez-moi, aussi, mais où est-ce oui, qu'on trouve la bibliothèque? C'est où? les bibliothèques, ça, on est en train de voir tout ce qui est built-in, qui vient avec, qui est installé de base avec Python. On n'a pas encore vu les bibliothèques, mais les bibliothèques que vous voulez utiliser, vous pouvez chercher sur Internet, OK? Et puis, vous allez les trouver. Il y en a qui sont déjà connus. Il faut juste chercher avec ce que vous voulez faire et puis vous allez trouver une série de bibliothèques. Est-ce que ça va? Oui, pardon, j'ai eu du mal à suivre. Vous allez vite là. Ah, OK. Mais on- Donc, Parce donc que je suis pas très sûre. Est-ce qu'on est obligé, on est censé coder comme vous là? Parce que ça va super vite là. ah, OK. Alors, Parce que moi, désolé. j'ai plein d'erreurs dans mon code là et OK. pas Alors, pourquoi, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de débugger. C'est juste le print dont vous parlez. Vous l'avez cherché où? Vous le connaissez dans votre tête, c'est ça? ah, OK, OK. Non, non, désolé, Marie-Odile, parce que regardez, c'est que je le connais dans ma tête, mais pour vous permettre de suivre, j'ai partagé, un lien, vous pouvez le trouver ici, et j'essaye de suivre un petit peu le contenu de ce lien-là. Ça me permet de m'organiser un peu et ça va vous permettre aussi de pratiquer. Et désolé si ça va vite parce qu'on veut vous montrer un petit peu de contenu avant que le temps passe. Est-ce que là, J'ai cliqué sur le français. Je cherchais la version en français. C'est ce que vous Ah nous non, dites, non, non, tout non, en utilisez. anglais. Non, tout est en anglais. Merci. Ok, d'accord. Tout est en anglais. Alors là, j'ai fait un print d'un max avant. Et puis là, je vais imprimer le minimum. La fonction min, on voit bien, c'est 0 dans cette liste dans cette liste qui a été fournie. OK? Le min, la fonction min, vous avez constaté que elle, elle est, elle a pu, elle a marché même en présence de caractères. Elle a marché même en présence de caractères parce que voici l'ordre des caractères. Donc, il y a en premier de 0 à 9, il y a les lettres majuscules et puis il y a les lettres minuscules. Donc, c'est pour ça que pour lui, le minimum, c'est 0. Donc, ça va en croissant, les chiffres, puis les lettres en majuscules, puis les lettres en minuscules. OK? Donc, si je fais
si j'imprime le max de ces deux contenus, bien sûr, il ne va pas aimer parce que il ne peut pas donner le max entre... Le min peut le faire, mais pas le max. OK? Il y a d'autres fonctions qui vous permettent d'arrondir. Des fois, on en a besoin. On en a besoin pour faire nos travaux. Là, je vais arrondir au plus haut le chiffre 3,712. Je peux lui dire, je veux l'arrondir à un décimal près. Donc là, il va donner 3,7. Donc, des fois, on ne sait pas ce qu'une fonction fait. Alors, comme tout logiciel, ça vient avec un help. Donc, je peux faire help, round, et puis ça va me donner un petit peu de détails sur la fonction round. Comme je pourrais faire round et un point d'interrogation à la fin. Ça a le même effet, donc ça me dit un petit peu le contenu. Alors, tout langage n'est pas un langage s'il ne vous permet pas de faire des conditions, de réaliser des actions si des conditions sont vérifiées. Alors, on va voir la condition if. La condition if est utilisée dans toutes les programmations. C'est l'une des importantes. L'idée, c'est quoi? C'est de dire si telle variable a telle valeur, alors faire cela, sinon cela. Donc, Python aussi, il offre les conditions if, si en anglais, qui permet d'exécuter une ou plusieurs instructions spécifiques seulement si une condition est vérifiée. Python est capable de répondre lui-même à la condition qui est posée et décider par la suite c'est quoi les instructions ou l'instruction qu'il faut exécuter. Alors, on va voir quelques exemples. On va voir quelques exemples. Regardez là, je crée une variable hier égale 830. Je crée une variable hier, je lui assigne la valeur 830 et après je fais une condition. If hier est supérieur à 476, c'est vrai. Là, il va m'imprimer cette chaîne de caractères, c'est chose qu'il a faite. Et notez, c'est quoi la syntaxe pour faire des conditions, pour faire l'exécution d'un traitement conditionnel à une condition. Alors, regardez, c'est ça la condition. Je fais 2 points. Et aussi, cet espace qui est là, ce n'est pas juste pour embellir du code, c'est pour indiquer à la commande if qu'est-ce qu'il faut exécuter. Donc, vous allez mettre une série d'instructions à faire, mais il faut que ça soit indenté. Une fois que je ne veux plus que ça soit exécuté en même temps, alors j'enlève l'indentation. Alors, j'ai d'autres exemples qui vont vous permettre de comprendre. Alors, je peux aussi, dans ce cas, j'avais juste une seule condition. Mais je peux aussi faire un if et un else. Si la condition n'est pas vérifiée, alors si la condition est vérifiée, cette
ce traitement il sera réalisé. Sinon, le else, c'est ce traitement qui va être réalisé. OK? Donc, la même chose, j'ai assigné une valeur à ma variable, le if, et puis ma condition, les deux points, c'est impératif, l'indentation dans les deux cas. Donc, on va l'exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, dans ce cas, 205 n'est pas supérieur à 416. Donc, c'est le else qui est exécuté, qui est réalisé. Excusez-moi, j'aurais une question. Oui, allez-y. Oui, j'aimerais ça savoir si les espaces entre, par exemple, year, espace égal, espace 205, est-ce que ces espaces-là sont importants? Non, Dans quel contexte que ces espaces-là seraient importants si jamais ils le sont? non, ce n'est pas important parce que, regardez, je vais OK, c'est une très bonne question. C'est juste pour une visibilité. Si je OK, l'exécute de nouveau, les espaces, c'est juste une chose à éviter quand on choisit des noms de variables, mais dans ce contexte-là, c'est pas important. OK, parfait, merci. Bienvenue. Donc, j'ai un autre cas où il y a plusieurs conditions qui sont imbriquées parce que dans la vraie vie, on a besoin de ce genre de choses. Donc, regardez, j'affecte la valeur 5 à x. Je teste, if x est supérieur à 0, c'est le cas. Donc, je vais imprimer c'est positif. Ce n'est pas le cas, j'imprime inférieur à 0. Si ce n'est pas vérifié, elif, excusez-moi, donc elif, je fais une autre condition. Est-ce que c'est inférieur à 0? Si c'est vérifié, alors j'imprime ça. Sinon, ça peut être juste qu'égal à 0. Donc, je vais varier la valeur de x et vous allez voir les résultats au fur et à mesure. Donc, si je fais exécuter ça, dans mon cas, x est positif, donc il a fait ça. Donc, si je fais 0, donc c'est ni celle-là qui va se réaliser, ni celle-là, donc c'est vraiment la dernière. Donc, c'est ça. Excusez, j'aurais une autre question rapide. Oui, allez-y. Dans la dernière fonction, le elif, pourquoi qui est nécessaire? Pourquoi que ce ne serait pas un autre if ou un else? La syntaxe est comme ça. C'est parce que pourquoi c'est nécessaire? Parce que regardez, j'ai trois cas. J'ai 0, j'ai -1 et j'ai 5. Donc, en réalité, j'ai que la valeur, ça peut être 0, ça peut être -1 et ça peut être 5. Donc, ça peut être positif, OK, dans le cas du 5. Mais dans le cas du -1, c'est négatif aussi. Donc, c'est pour ça que je dois faire un autre if. C'est pour ça que je dois faire un autre if, mais dans ce cas-là, avec Python, c'est le elif. C'est une syntaxe qu'il faudrait apprendre comme du vocabulaire et puis pouvoir l'utiliser. Elif, ça veut dire et si, c'est ça? Et si, c'est un deuxième si. Ou si plutôt, non? Et Aussi, ou, c'est ou aussi. si. Oui, ouais, exactement, c'est aussi, parce que ça ne peut pas être un et. OK. Donc, c'est ça, juste ça aide pour structurer, mais dans le cas où j'ai juste deux conditions, je vais me contenter juste de ça. Mais des fois, je peux avoir plusieurs choix, donc je n'ai pas le choix que de coder de cette façon-là. Et est-ce qu'on peut ajouter d'autres Elif autant qu'on veut? Je pense que oui. Puisque c'est des ou, n'est-ce pas? Oui, oui, je pense que oui. Je pense que oui, mais dans des cas où j'ai plusieurs choix, dans le cas où j'ai plusieurs choix, je pense que il y a d'autres qui seraient plus. Attendez, ça sera pas long, je vais.
Ce sera pas long. Il faut presque définir un case ou continuer. S'il y a plusieurs cas, il ne faut pas s'arrêter au else. Le else, ça finit les conditions. Donc, si, par exemple, j'aurais 4 cas, un chiffre magique ou quelque chose comme ça, alors à ce moment-là, je fais un elif, un deuxième elif avec la condition, mais le else, c'est en dernier. Je voulais chercher s'il y a le langage, il contient quelque chose qui s'appelle case, mais ce n'est pas le cas. Il faut presque la développer soi-même. Case est une fonction qui permet de tester sur plusieurs valeurs. Donc, on va continuer. Donc, on a touché un petit peu au départ aux listes. OK? On a vu que pour Python, les listes, les chaînes de caractères sont en réalité des listes. OK? Donc, c'est comme ça. Donc, c'est quoi les listes? La liste en Python est une variable dans laquelle on peut mettre plusieurs variables. Vous pouvez ajouter vous pouvez ajouter les valeurs lors de la création de la liste ou créer une liste vide et après l'alimenter des valeurs que vous voulez mettre. Donc, la liste, c'est une variable qui contient une liste de valeurs, mais ces valeurs sont indexées. On peut faire référence à ces valeurs avec les index correspondants. Et il faut retenir que le premier index, c'est 0. Et le dernier index, par exemple, si je crée une liste de 4 éléments, le dernier élément, parce que je commence à partir de 0, le dernier élément, il va avoir son index qui est -1. Si j'ai 4, le dernier, c'est 4 moins 1, donc c'est 3. Il a l'index 3. Donc, on va voir quelques exemples et vous allez comprendre un petit peu plus. Et puis, les listes, c'est très utile en programmation et en Python aussi. Donc, regardez, là, je vais créer une liste. Je vais l'appeler T. Et puis, je peux imprimer T et utiliser une fonction built-in, une fonction native de Python qui va me permettre de connaître la longueur de ma liste. Donc, il y a bien 5 éléments dans ma liste. OK? Je peux demander à imprimer l'élément 1. Mais comme je l'ai dit au départ, l'élément 1, cet élément-là, l'index, c'est 0. Cet élément-là, son index, parce que j'ai 5, donc cet élément-là, son index, c'est 4. Donc, la liste, c'est une suite d'éléments séparés par des virgules avec des crochets. Et puis l'index indexé, le premier index, c'est 0 jusqu'à la fin, jusqu'à la longueur -1. C'est pas figé, je peux changer le contenu de ma liste. Par exemple, ici, j'ai 27.3, j'ai décidé que le premier élément, il devrait contenir 0. Il devrait contenir le premier élément indexé 0, il devrait contenir 21.3. Donc,
Si j'imprime maintenant, si j'imprime ma liste, le premier élément, il a changé. Donc, c'est ça. Il y a d'autres façons pour alimenter aussi la liste. Je crée une variable de type liste. Excusez-moi de vous interrompre là, mais Oui, oui, allez-y. j'essaye juste même en copiant et collant le code et ça ne marche pas pour moi. Est-ce que vous pourriez remontrer le début de votre ligne avec les températures, juste pour voir? Oui, oui, bien sûr. Regardez, moi, ce que j'ai fait, ce que Juste j'ai fait, avant ça, la ligne. Stop. c'est ça. Donc, Donc, pourquoi c'est vert chez vous? Ouais. Et égal. C'est regardez, exactement la même chose. Et mais, après, ça me donne un message d'erreur quand j'essaie d'imprimer. mais regarde, Mario dit, regarde, si je fais, je vais le faire ici. On a dit au départ que lorsque je clique comme ça, je suis en mode édition parce que je peux supprimer, etc. Je peux supprimer, ajouter, etc. Je suis Ah, en c'est mode ça. édition. Là, je sors du mode édition. Je peux faire P pour créer une nouvelle cellule en bas. Et juste, je sélectionne le contenu, CTRL C, CTRL V. Et là, je fais Shift Entrée pour l'exécuter. Et puis, quand ça s'exécute, vous voyez, elle a un numéro. Si j'avais un code plus long, vous auriez pu constater qu'il y a une petite étoile. Ça veut dire qu'il est en train de le faire rouler. Ah, ok. Non, non. Et en même temps, le numéro de la ligne n'apparaissait pas. Donc, j'étais pas sortie du mode édition. C'est ça. C'est ça, c'est Ah, ça. ok. Merci beaucoup. Bienvenue. Mm. Donc, donc là, j'ai créé une variable et puis je lui ai assigné prime. Je lui ai assigné 3 valeurs. Donc, je vais ici l'imprimer. Donc, dans ma fonction print, ma commande print, je peux mettre du texte et puis virgule et euh, autre chose. Si je veux maintenant rajouter des éléments dans ma liste, je peux faire comme ça. Excusez-moi. Donc, je peux faire append pour ajouter 7 à ma liste. OK? Je peux ajouter aussi, mettons, 11. Et maintenant, si j'imprime ma liste, si j'imprime ma liste, elle a changé. Il y a les 2 éléments que je viens d'ajouter. Comme, comme euh, comme j'avais ajouté des listes, des fois, je peux avoir besoin de supprimer des éléments. Donc là, j'ai ma liste. Je peux faire pop 4, donc l'élément 4 qui est 0, 1, 2, 3, 4 a été enlevé. Donc l'élément 11, il a été enlevé. Donc si je l'imprime de nouveau, vous voyez que l'élément 11, l'élément 5, je veux dire, il a été enlevé. L'élément 4, je veux dire, excusez-moi, il a été enlevé. OK, je peux aussi utiliser une fonction qui s'appelle remove. Donc là, ce que je vais faire, je vais lui demander d'enlever 2. Donc ma liste toujours 0, 1, 2. Donc je ne dois pas retrouver le 5. Prime. Est-ce que ça va la vitesse maintenant ou c'est toujours plus rapide?
Levez la main si vous êtes d'accord que la vitesse est bon. OK. Parfait, merci. Merci. OK. Donc, le cas que je viens de vous montrer, j'ai créé ma variable liste et je lui ai mis automatiquement en même temps des valeurs quand j'ai fait ça. Je peux avoir des fois, et pour le besoin de la programmation, je peux créer des listes vides, les vider, créer une liste vide. Et puis, par la suite, je peux l'alimenter au fur et à mesure. Vous allez certainement avoir besoin de faire ce genre de choses, créer une liste vide et puis l'alimenter comme je viens de le faire maintenant. Donc là, ma liste, elle contient les trois valeurs. Bien sûr, si je demande, moi, j'ai que trois éléments, index 0, 1, 2. Si je lui dis A99, je n'ai pas un élément 99. Donc, bien sûr, il ne va pas aimer. Il va me dire index out of range. Donc, ça veut dire que j'ai dépassé mon index. OK? Je peux faire référence de différentes façons à mes éléments, aux éléments qui sont dans ma liste. On l'a vu, on peut faire référence en utilisant l'indice positif 0, 1, 2. Mais je peux faire référence au dernier élément de ma liste en tapant -1. OK? Si je fais comme ça veut dire que je veux tout le contenu de ma liste. Les trois éléments de ma liste ont été affichés. Donc, je peux lui dire ici aussi, je veux afficher à partir de du premier élément, OK, l'élément 1, parce que le premier élément, il a l'indice 0. À partir de l'élément 1 jusqu'à la fin, donc il m'affiche les deux éléments de ma liste. Je peux aussi lui dire, faire référence au tout, sauf le premier élément. Alors, il y a un aspect qu'on va voir dans ce qui suit, c'est que les listes, elles peuvent être hétérogènes. Les listes, elles peuvent être hétérogènes et on peut les imbriquer, nested en anglais. Donc, je peux créer une liste qui contient toutes mes listes. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez mélanger, vous pouvez avoir une liste qui contient des listes. Ça peut être bien utile dans la programmation. OK, je peux faire des tests de ce genre-là. Je peux faire des tests de ce genre-là, chercher un élément dans une liste. OK, je peux lui dire aussi m'imprimer l'index d'un élément. Donc là, je cherche un élément dans ma liste. Il va retourner oui. Ici, Mars, je n'ai pas Mars, donc il va retourner false. On peut les faire dans une cellule séparée pour voir. Mais ici, j'ai bien Venus qui est dans ma liste. OK? Je peux faire aussi des opérations de tri sur ma liste. OK, regardez mon ordre maintenant, surtout dans B, regardez l'ordre. Je peux lui dire B.sort et il va me trier la liste. Si maintenant
je fais B. Là, maintenant, ma liste est triée en ordre croissant. OK? On l'a vu, avant. Je peux faire B point et utiliser remove et lui dire que je veux enlever 2. OK? Excusez-moi, je me suis trompé ici. Donc, remove, je dois lui donner le nom que je veux enlever et non pas. OK? Donc, c'est ça. Donc, j'aurais pu utiliser la commande pop aussi. Donc, je peux lui dire p.pop, par exemple, le premier élément. OK? Donc, c'est ça. Vous avez vu que on a fait à date des commandes une à une, mais l'aspect vendeur de Python, c'est de pouvoir automatiser des choses, OK, avec moins d'efforts et puis faciliter un petit peu la programmation. Donc, des fois, on est amené à faire quelque chose qui est répétitif. On ne peut pas essayer de commencer, même si on est bon en copie-coller, on ne peut pas commencer à répéter le même code 20 fois, 100 fois, des fois 1000 fois pour répéter une commande donnée. Donc, c'est pour ça que en Python et dans tous les programmes, les langages de programmation, il existe les boucles. La boucle, c'est quoi? Ça vous permet de répéter les instructions selon vos besoins, mais il faut quand même une condition d'arrêt. Je veux répéter, une action une dizaine de fois. Donc, tant que c'est inférieur à 10, je veux la répéter tant que je n'ai pas trouvé, par exemple, le nom Vénus. Donc, il faut tout le temps une condition d'itération et la boucle va itérer jusqu'à ce que la condition soit vraie ou se réalise. Par exemple, je peux utiliser la boucle pour faire des itérations sur un élément comme une chaîne de caractères, par exemple, ou une liste, les listes qu'on vient de voir. OK? Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce qui suit. Donc, je vais copier un code sur les loops dans la partie loop. Et je vais l'exécuter. Donc, regardez, j'ai une liste ici. Donc, je lui dis, pour tous les nombres qui sont contenus dans ma liste 2, 3, 5, tu me les imprimes. Et notez un petit peu la syntaxe qui est relativement similaire au if. Donc, j'ai un for et puis j'ai le nombre sur lequel ou la variable sur laquelle je veux itérer. J'ai ma liste. Le point, les 2 points, c'est très important. Et puis, l'espace, ce n'est pas pour faire beau, c'est nécessaire pour indiquer c'est quoi la liste des commandes. Si j'avais plusieurs commandes, alors toutes les commandes, elles devraient euh, avoir un peu la même indentation pour indiquer au langage Python, pour que Python puisse l'interpréter comme une série de commandes à exécuter et qui sont liées à la loupe for. Donc, retenez que for, la syntaxe, c'est for, un nombre, un caractère sur lequel je veux itérer,
dans une liste, OK, ou un range, et puis les 2 points, et puis une indentation, et puis la commande que je veux itérer. Donc, vous voyez ça, ça m'a permis d'imprimer ça. C'est beaucoup mieux que de répéter la même commande 3 fois, copier, coller la commande 3 fois. Et imaginez, si vous faites ça, votre code il va augmenter pour rien, ça ne va pas être lisible. Et puis, pour un co-auteur, et puis vous pouvez vous retrouver avec des milliers de lignes inutiles. Donc, le programmeur, il essaye de faire les choses de façon à ce que ça soit lisible et puis que ça nécessite le moins d'efforts. Et puis, pour qu'on puisse se retrouver facilement si on veut réparer ou corriger des erreurs. Alors, je vais illustrer ce que je viens de vous dire avec ça. Si je roule ça, donc j'ai ma boucle for avec les 2 points et le print number, OK? Et à la fin, je fais un autre print number. Il a fait un autre print number. Pourquoi? Parce que c'est pas indenté, c'est à l'extérieur. Donc, il est sorti de ma boucle for et puis il a exécuté cette commande. Donc, c'est pour ça qu'il a imprimé 2, 3, 5 et puis un dernier 5. Donc, là, je l'ai fait sur une liste. On a vu un autre type de liste, c'est qu'une chaîne de caractères est vue par Python comme une liste de caractères. Donc, je peux lui dire for i in hello, print, donc toujours les 2 points et l'indentation. Et voici les résultats. Il a imprimé les chaînes, les caractères l'un à la suite de l'autre. Ça peut être aussi à la suite, ça peut être aussi pour utiliser un range. Donc, il a imprimé tous les chiffres qui sont de 0 à 3. Et la même chose, le dernier, c'est pas compris. Excusez, mais pourquoi pour Hello, il a imprimé le O? Euh, pour Hello, parce que pour lui c'est différent. Pour Range, c'est différent parce que en réalité, regardez ce qu'on lui dit pour I in Hello. Donc, bien sûr, ça, le O, il fait partie de ça. Mais range, c'est une autre commande qui a une autre syntaxe et puis une exécution différente. Mais notez que le dernier de range, il n'est pas contenu, comme pour ce qui est des listes, quand c'est indexé, ça c'est 0, 1, 2 et non pas c'est 3. Donc c'est une particularité qu'il va falloir retenir un peu. Donc, si on voulait qu'il imprime, il faudrait dire 4 0 alors, à 4. 4. Donc c'est juste, vous voyez, la programmation, c'est comme un vocabulaire d'une langue que vous êtes en train d'apprendre et de retenir avec les petites nuances Oui. qui sont C'est-à-dire liées. la borne est exclusive à droite, c'est quoi? C'est ça, c'est Voilà. ça. Alors, le temps roule un petit peu plus lent. Je dois essayer de voir qu'est-ce que je peux vous montrer qui serait un peu plus... Je dois sauter des choses. J'aurais une question encore. Oui, allez-y, je vous en prie. Moi, j'utilise
RStudio pour du code R. Pour Python, ça serait quoi un bon éditeur pour le code? Vous pouvez commencer, avec Python, avec Jupyter Notebook parce qu'il a l'avantage que vous allez voir ce que vous exécutez. Mais si vous êtes rendu bon et tout ça, vous pouvez utiliser euh, PyTorch. Ah, attendez, excusez-moi, je vais vous dire ce que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser Spider. Vous pouvez utiliser, il y a plein d'éditeurs qui sont bons selon votre préférence. Il y a plein OK, de... d'accord. Il y a Merci. aussi, si vous êtes, si vous êtes plus familier, vous pouvez utiliser même Visual Studio. OK. Vous pouvez même Et, utiliser... Ju- et Jupyter Notebook, ça, c'est facile à installer ou tu peux Euh, l'installer sur notre ordinateur? c'est ça, vous pouvez, lorsque vous allez installer Anaconda, par exemple, ça vient avec Jupyter Notebook et ça vient avec le prompt et ça vient aussi avec Spider. J'ai vu beaucoup de gens utiliser Spider. Donc, vous pouvez commencer votre phase d'apprentissage avec Jupyter Notebook. Vous essayez les commandes et tout ça. Mais une fois que vous êtes rendu très bon, vous pouvez directement commencer à coder à l'intérieur de Spider ou Visual Studio. J'ai vu beaucoup de gens utiliser Visual Studio. Merci. Bienvenue. Donc, excusez-moi, je vais juste trancher un petit peu. Alors, on va peut-être enchaîner et voir les dictionnaires. Alors, les dictionnaires, on a vu que les listes, on peut faire référence aux éléments de notre liste en donnant l'index. OK? En donnant l'index. Il existe un autre type qui est similaire, ce sont les dictionnaires. Les dictionnaires, c'est en réalité une sorte de liste, mais au lieu d'utiliser des index pour faire référence aux éléments, on utilise des clés alphanumériques. On utilise des clés alphanumériques. Donc, on va voir un exemple de, de dictionnaire maintenant. Il a aussi une syntaxe particulière, c'est que l'index, les dictionnaires, c'est entre deux accolades, OK? Et puis, chaque élément, chaque clé, il y a son élément. Chaque clé, deux points, l'élément, virgule, clé suivante, deux points, l'élément suivant, etc. OK? Donc, et si, par exemple, on a dit les clés, ils sont les premiers, ils sont les premiers. Donc, si je veux, par exemple, mon élément dans la clé, c'est John. Donc, c'est bien John, c'est green. OK? Si je veux mon élément dans la clé est Marie, donc c'est orange. Donc, retenez une suite de variables, mais c'est des couples clé-valeur séparés par des virgules, et puis c'est entre des accolades. Donc, par exemple, je peux boucler aussi sur, comme j'ai bouclé sur des listes, je peux boucler sur les dictionnaires. Donc là, par exemple, je lui dis, pour les clés qui sont dans Fav, tu m'imprimes la clé, Marie, et sa valeur, c'est orange. Et ainsi de suite, il a bouclé jusqu'à la fin. OK? Je peux lui dire de m'imprimer juste les clés.
peux lui dire de m'imprimer juste les clés. Donc, je peux lui dire de m'imprimer juste les clés. Et là, j'ai imprimé les clés et les valeurs, mais j'ai itéré sur les clés seulement. OK? Si je voulais imprimer juste les clés, j'aurais pu mettre en commentaire ça. Et puis, je pourrais imprimer juste mes clés. Donc, au départ, vous avez vu, j'ai créé mon dictionnaire et puis j'ai affecté, j'ai assigné directement les valeurs. Mais rien ne m'empêche de créer un dictionnaire vide. Le signe, c'est les accolades. Et puis de commencer à l'alimenter en valeurs. Donc, voilà. Ici, à la clé liste, mettez cette chaîne de caractères, ce string. Alors, et à la clé dictionnaire, mettez cette chaîne de caractères. Et puis, voici mon dictionnaire. À la fin, c'est une liste et puis une chaîne de caractères, une clé, je veux dire, et puis une chaîne de caractères, et puis séparée par la virgule. Ça achève l'atelier. Ça ne m'a pas permis de couvrir tout ce que je veux, mais vous, de votre côté, vous pouvez lancer Jupyter Notebook à partir de votre machine Windows et puis continuer à couvrir ce contenu que je n'ai pas pu malheureusement couvrir. Donc, merci d'être venu. Et puis, si vous avez des questions, je suis là encore pour 5 minutes.